Bonjour tout le monde et merci au professeur Banjar et au Safro de m'inviter à ce masterclass pour parler des highlights of ASCO 2023. Le focus de ma présentation serait surtout en fait les traitements nouveaux et les traitements émergents. Euh, je propose d'abord de commencer par vous montrer le diapositif des conflits d'intérêts et le plan de ma présentation. Donc, en fait, mon plan de ma présentation, d'abord, les highlights, je dirais, liés aux tumeurs d'organes. Et les clés que je vais vous donner, les highlights euh, généraux. Je vais parler beaucoup des ADC, des antibodies drug conjugués émergents, et les clairs pour les cibles connues et les nouvelles cibles, il y a des percées thérapeutiques. Je vais parler des nouvelles immunothérapies. Je touchais un mot sur les sarcomes, car quand même, il y a un nouveau concept de sensibiliser les sarcomes à l'immunothérapie par la chimiothérapie. Quelques informations sur les soins de support. Et je terminerai les new concepts et perspectives de l'ASCO 2023 et les messages importants pour conclure. Commençons par les highlights liés à des organes et je vais commencer par les tumeurs du système nerveux central, les gliomes. Là, on a eu une percée thérapeutique avec le développement de cette molécule, petite molécule appelée vorasidenib. Donc, il y avait un deuxième abstract intéressant que je veux détailler, le rôle de pembrolizumab dans les métastases cérébrales des tumeurs solides. Et sur les diapositives, chaque fois que vous voyez les abstracts en rouge, ça, c'est les abstracts que je vais développer un peu plus en détail. Pour les tumeurs de la sphère ORL et pour les carcinomes nasopharyngés qui vous intéressent beaucoup, là, il y a une confirmation de plus en plus de rôle des inhibiteurs de checkpoint inhibiteurs, surtout en métastatique, mais maintenant sont étudiés avec la chimiothérapie d'induction et la valeur de la gemcitabine bien connue est confirmée par différents abstracts à l'ASCO. Pour les cancers de la sphère ORL, autres que les tumeurs nasopharyngées, on sait que la chimiothérapie, radiothérapie et immunothérapie concomitant, c'était pas efficace. Et maintenant, les études montrent quand même, si on donne la chimiothérapie et le checkpoint inhibiteur en induction avant d'aller à la chimioradiothérapie, pourrait être une option valable. Pour le cancer du poumon, pour les maladies ressécables, comme vous savez, le standard of care est d'opérer le malade et donner une chimiothérapie adjuvante, plus ou moins immunothérapie en adjuvant. Mais à l'ASCO 2023, on a vu l'apparition des régimes de chimiothérapie néoadjuvante combinés à l'immunothérapie avant d'opérer le malade. À l'ASCO, à la séance plénière, on a eu la confirmation de la valeur d'osimertinib, la première thérapie ciblée pour les EGFR mutés en situation adjuvante. Donc, avant, on avait des données sur la PFS qui étaient discutables, mais maintenant, on a aussi un avantage de survie. Et il y a plusieurs données concernant, comme vous savez, l'osimertinib et le premier traitement maintenant pour les cancers de poumon EGFR mutés. On est dans la période post-osimertinib, un des régimes connus efficaces dans ce domaine est l'amivantamab plus lazertinib. Tous les deux bloquent le GFR. Et on a vu apparaître peut-être le premier ADC dans les petites cellules. Au niveau GI, clairement, le cancer du rectum, surtout l'approche des cancers du rectum précoce, il est en train d'être, comme on dit, revisité. L'approche est revisitée avec les moyens qu'on a, qu'ils soient chimiothérapie, radiothérapie, plus ou moins immunothérapie, plus ou moins thérapie biologique ciblée. Et en fait, l'approche actuelle, les études actuelles tentent à personnaliser le patient avec cancer du rectum précoce
et surtout éviter aussi, dans la mesure du possible, la chirurgie. Pour les cancers des voies biliaires, clairement ici, on est dans la phase, dans la période de thérapie ciblée avec l'IDH, le FGFR, le HER2. On a beaucoup d'informations à cet ASCO sur les molécules qui bloquent HER2 et un nouvel target qui s'appelle LAT1 et leur inhibiteur. Pour le mélanome, on a un deuxième LAT3 qui semble efficace en plus que le relatimab, à savoir le fianlimab. Clairement, on a vu apparaître à l'ESMO il y a un an maintenant le premier vaccin RNA efficace dans le cancer du poumon avec 8 néo-antigènes. Et à l'ASCO 2023, on a un vaccin contre mélanome RNA. En moyenne, il vise 34 néo-antigènes. Pour le sarcome, j'ai signalé le rôle de la chimiothérapie pour sensibiliser à la thérapie ciblée, mais surtout à l'immunothérapie. Pour les tumeurs génito-urinaires, l'adjuvant immunothérapie a vraiment des difficultés à émerger, à part une étude avec le pembrolizumab qui montre un certain avantage en termes d'event-free survival, mais l'étude IPI-NIVO, malheureusement, en adjuvant dans le cancer du rein à haut risque est négative. Rechallenger avec un inhibiteur checkpoint inhibitor et ajouter cabozantinib par rapport à cabozantinib seul n'ajoute rien. Chez les malades exposés à une checkpoint inhibitor en première ligne ne semble pas une bonne approche. Pour les tumeurs urothéliaux, mais il y a clairement l'ADC, à savoir l'enfortumab vedotin qui est efficace en combinaison avec Pembro et maintenant un des standards of care chez les patients inéligibles en première ligne pour le cisplatin. Et l'erdafitinib, son rôle est bien connu maintenant pour les anomalies moléculaires FGFR2 et 3. Pour la prostate, maintenant, on est au-delà de la monothérapie basant sur les PARP et on commence à combiner les PARP inhibiteurs avec les anti-androgènes comme pour l'étude de talazoparib, enzalutamide, et on combine aussi le lutétion PSMA 177 avec olaparib. Pour le cancer du sein à l'ASCO 2023, on a plus de données sur le rôle de CD4-6 inhibiteurs en situation adjuvante. On connaît les résultats de l'étude Monarch-E avec un follow-up de 4 ans et les premières données de Nathalie qui semblent prometteurs, mais qui nécessitent plus de temps pour avoir plus de résultats et plus de follow-up. Clairement, chez des malades qui ont reçu de palbociclib en première ligne, continuer avec le palbo et changer l'hormonothérapie, ce n'est pas une bonne approche. Ça, c'est des études de Palmyra et PS. Il y a eu l'étude Sonia qui a analysé le rôle de CD4-6 inhibiteur en première ligne versus deuxième ligne. L'étude Sonia montre qu'il n'y a pas de différence de survie si on commence avec un CD4-6 en première ligne ou bien en deuxième ligne. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les patients et les pays qui ne peuvent pas offrir au niveau financier 24 mois à 30 mois d'inhibiteurs CD4-6 en première ligne. On a eu aussi plus d'informations sur le rôle de TILS dans la situation adjuvante comme facteur pronostic. C'est un facteur pronostic important dans le cancer du sein triple négatif ainsi HER2 positif. Et finalement, pour les tumeurs gynécologiques, l'hyperthermie avec la chimiothérapie intrapéritonéale a une place dans le cancer de l'ovaire platine sensible et récidivant, et on a vu apparaître des ADC actives dans le cancer du col de l'utérus récidivant et le cancer de l'ovaire récidivant. Voilà, je dirais, la première partie de ma présentation. En gros, ce qu'on a appris de l'ASCO 2023, au moins ce que j'ai appris de l'ASCO 2023. Allons un petit peu en détail sur quelques études. L'étude qui a été présentée à la séance plénière, c'est l'étude Indigo.
C'est une étude randomisée avec le vorasidenib, qui est un inhibiteur de la mutation IDH1 et 2 dans les gliomes de grade 2 à haut risque. Simplement pour rappeler que c'est une niche dans les gliomes, on prend les astrocytomes de grade 2, on prend des oligodendrogliomes de grade 2, on sait que ces tumeurs-là sont IDH1-2 mutés et le vorasidenib, c'est un inhibiteur de IDH1-2. Quel est le rôle de la mutation IDH1-2? Quand il y a une mutation IDH1 et 2 dans ces gliomes de grade 2, la machinerie épigénétique est perturbée et on a une progression tumorale cellulaire. Par comparaison, le glioblastome, qui est la tumeur la plus agressive des gliomes, ces tumeurs-là sont IDH1 sauvage, IDH sauvage. Donc, l'étude qui étudie le vorasidenib versus placebo dans les gliomes de grade 2 IDH1 et IDH2 mutés, c'est une étude randomisée 1 à 1, stratification par la translocation 1P19Q et la taille de la tumeur. Ce sont des maladies progressives, randomisation vorasidenib versus placebo. Et voilà, les résultats sont vraiment importants. On a une médiane PFS qui a presque triplé, je dirais, avec le vorasidenib. Le hazard ratio était 0,39 avec un p-value très statistiquement significatif. Plus intéressant, c'est le temps jusqu'à une intervention sous traitement. Et clairement, je dirais, il y a beaucoup moins des malades qui ont une nécessité d'une intervention. Je dirais, le temps jusqu'à une intervention était beaucoup plus long avec vorasidenib versus placebo. Donc, quand on regarde à 24 mois, 83% des malades étaient libres d'une intervention thérapeutique, quelle que soit l'intervention thérapeutique, tandis que 27% dans le bras placebo, dans l'étude, elle était libre d'une intervention thérapeutique, ce qui traduit l'efficacité de cette molécule chez les patients qui ont des gliomes de grade 2 à risque progressif. Et à mon avis, donc, c'est un des standards de Hoffker. Le message, c'est que c'est la première thérapie ciblée dans les tumeurs cérébrales. Quel est le rôle des inhibiteurs checkpoint inhibiteurs dans les métastases cérébrales autres que poumons et mélanome, mais surtout mélanome? Il y a une étude avec le pembrolizumab, qui emplit deux groupes de malades, patients pas traités ou patients traités pour des métastases cérébrales qui ont reçu le pembrolizumab à la dose standard. Et en fait, la majorité des malades étaient des cancers du sein, un peu mélanome, non-small cell lung cancer et autres tumeurs. Je dirais, l'information utile ici, c'est que le bénéfice clinique intracrânien était de 42%. Et en fait, ce n'est pas outstanding, mais probablement, je dirais, le futur est de combiner cette checkpoint inhibiteur à d'autres traitements pour améliorer l'efficacité dans les métastases cérébrales. Donc, on connaissait la valeur de l'IPI-niveau dans les métastases cérébrales des mélanomes, et ça, c'est une information utile dans d'autres tumeurs que le mélanome, particulièrement le sein. Je passe maintenant à la deuxième partie de ma présentation, le rôle des ADC. Il y a beaucoup d'ADC émergents et les antibodies de drogue conjuguée, ça c'est à mon avis le présent et le futur de la chimiothérapie anticancéreuse. En fait, je vais commencer par cette diapositive, vous montrer que maintenant on a des ADC qui visent le récepteur folate alpha dans le cancer de l'ovaire. Vous savez, le récepteur folate alpha est une cible depuis longtemps pour des petites molécules et pour des anticorps monoclonaux sans succès, mais avec les ADC, là, clairement, il y a une place maintenant pour le cancer de l'ovaire récidivant, recevant mirvetuximab soravtansine, qui, dans une étude randomisée chez des malades récidivants, a montré un avantage par rapport au choix de l'investigateur, et une deuxième molécule, à savoir le luveltamab, tazevibuline, qui est un ADC aussi
avec cible folate récepteur alpha, qui a montré 32% de réponses objectives et le disease control rate était 81% quand le folate récepteur alpha expression était plus que 25% par TPS. Autre ADC, donc vous voyez, il y a sur ce diapositive plusieurs ADC qui ciblent plusieurs molécules. Tout ce qui est en noir, je vais passer rapidement et je développerai de ce qui est en rouge sur cette diapositive. On connaît la valeur de trastuzumab deruxtecan qui vise HER2 dans le cancer colorectal métastatique HER2 positif pré-traité. Et vous voyez, c'est une étude qui confirme le taux de réponse objectif autour de 30%, 30-35%, ça dépend de la dose, un disease control rate de 85% et une pneumonie dans 10%, particulièrement grade 1 et 2. Un autre ADC qui cible HER3, cette fois-ci dans le cancer du sein métastatique pré-traité, le taux de réponse objective était de 35%. Et ce qui est rassurant, c'est qu'il n'y a que 4% de pneumonie inflammatoire liée à cet ADC. Et le troisième ADC qui cible cette fois-ci ce qu'on appelle le 16-6, le Seizure-Related Homolog Protein 6, dans le small cell, on a un taux de réponse objective autour de 20% et de clinical benefit rate 37%. Si ces données se confirment, c'est le premier ADC actif dans les small cells. Focalisons l'attention sur deux autres ADC, dont le premier est trastuzumab deruxtecan chez les patients qui ont une expression HER2, mais qui ne sont pas des cancers du côlon ni des cancers de poumon. C'est une étude très intéressante, c'est l'étude Destiny Pan-Tumor 02, et vous voyez toutes les tumeurs étudiées ici, et qui ont reçu tous trastuzumab deruxtecan, les cancers du col, de l'endomètre, de l'ovaire, des voies biliaires, du pancréas, de la vessie et autres tumeurs, tous sauf non-small cell lung cancer et colorectal cancer. Et le message important de cette diapositive, toutes les tumeurs ont montré un taux de réponse objective qui varie entre 30% et 60%, sauf pour une tumeur qui est la tumeur pancréatique. Donc, la trastuzumab deruxtecan semble être efficace dans toutes les tumeurs solides étudiées ici, sauf le cancer du pancréas. C'est une autre façon de voir les réponses objectives et vous voyez seulement le cancer du pancréas. Malheureusement, le taux de réponse est très médiocre. Et ce qui est important, quelques patients qui ont, il faut savoir que ces malades ont été multitraités, quelques patients ont développé une réponse complète. Confirme la valeur majeure de cette molécule, pas seulement dans le cancer du sein, récepteur hormonal positif, pas seulement dans le cancer de poumon, mais aussi dans d'autres tumeurs en dehors du cancer du pancréas, qui reste une tumeur orpheline. Le deuxième ADC très intéressant, et là on va un peu one step further avec ces ADC qui bloquent deux, je dirais, récepteurs de la famille HER, le GFR et HER3. C'est un bispécifique ADC chez les patients pour les tumeurs solides. Et vous voyez que la réponse objective est de 45%, ce qui est outstanding, ce qui est vraiment très intéressant. Réponse spectaculaire chez les patients avec ce bifunctional ADC, 63% des patients avec mutation EGFR pré-traités, heavily pre-treated. La réponse objective est de 63%. Et je pense aussi, une autre tumeur qui vous intéresse, c'est les tumeurs nasopharyngées. Ce bifonctionnel ADC a une réponse objective de 54%. Je propose maintenant de passer à la troisième partie de ma présentation, c'est les cibles antérieures et les nouvelles cibles et les percées thérapeutiques. J'ai parlé de récepteurs folate alpha dans le cancer de l'ovaire. Je veux toucher encore un mot sur les thérapies ciblées dans la famille HER. Vous connaissez l'inhibition FGFR dans les cancers de la voie biliaire et de la vessie, le rôle des inhibiteurs BRAF au-delà du mélanome, le rôle de l'inhibition RET au-delà du cancer de la thyroïde médulaire et autres cibles comme le claudine
18 dans le cancer de l'estomac, le KRAS, et finalement des nouveaux radioligands que je ne développe pas aujourd'hui. Donc, clairement, la molécule qui inhibe l'hypoxic induced factor, le belzutifan, a une activité dans les hémangioblastomes liés à la mutation VHL, von Hippel-Lindau. Mais dans les tumeurs biliaires, vous savez, le HER2 est exprimé, amplifié dans à peu près 20% des malades. On connaît la valeur de tucatinib, trastuzumab. Maintenant, on a une autre molécule très intéressante qui donne un taux de réponse objectif de 40%, c'est le zanidatamab, un anticorps monoclonal bloquant HER2. Vous connaissez la valeur la valeur pronostique de la molécule claudine 18.2 dans le cancer de l'estomac. Et on a une update de l'étude CAPOX, plus ou moins zolbetuximab, qui est un anti-claudine 18.2. Donc, cette combinaison CAPOX plus zolbetuximab est supérieure au CAPOX seul. Et finalement, le rôle de erdafitinib dans les cancers de la vessie, mais là, on voit une activité dans les tumeurs pédiatriques, à savoir les rhabdomyosarcomes, les tumeurs cérébrales et les neuroblastomes avec l'erdafitinib, avec un clinical benefit rate 54%, bien que le nombre de malades est limité. J'aimerais focaliser plus l'attention sur la valeur de cette molécule adagrasib qui agit sur la mutation KRAS G12C, autre que non-small cell lung cancer et colorectal. Dans le non-small cell lung cancer, adagrasib donne un taux de réponse objectif élevé, et dans le cancer du côlon, KRAS G12C et une activité en combinaison avec des anti-EGFR, à savoir le panitumumab. Ici, vous voyez l'activité de cette molécule adagrasib qui bloque KRAS G12C dans toutes les tumeurs solides autres que le poumon et le côlon. Et là, le taux de réponse objective est de 35% et le disease control rate est de 86%. Et en fait, enfin, cette molécule semble marcher dans le cancer du pancréas KRAS G12C, ainsi qu'avec un taux de réponse objectif de 33%, et pour le cancer de la voie biliaire KRAS G12C, avec un taux de réponse objectif de 41%. Les BRAF inhibiteurs semblent actifs dans d'autres tumeurs que le mélanome. On a de nouvelles molécules qui bloquent le RET, qu'il soit fusion ou mutation, avec des réponses objectives qui dépassent les 60%. Il y a une molécule qui bloque ce qu'on appelle le PRMT5 dans les cancers du système nerveux central, les gliomes, mais surtout IDH positive. Donc, avec l'étude vorazédenib et maintenant avec cet inhibiteur PRMT5. Donc là, clairement, il y a une percée thérapeutique avec des thérapies ciblées pour ces gliomes IDH mutés. Et finalement, plus de molécules qui bloquent le GFR exon 20, sachant que les mutations 19 et 21 répondent très bien à l'osimertinib. Maintenant, on cherche pour l'exon 20 et une nouvelle molécule qui semble active, très active, 61% d'un taux de réponse objectif avec le sunvosertinib. J'aimerais focaliser votre attention sur une molécule qui a été étudiée particulièrement dans les cancers de tête et cou, de la sphère orale récidivant, et qui bloque EGFR et TGF-bêta en combinaison avec le pembrolizumab. Et voyez, le taux de réponse objective de cette combinaison est de 48%, surtout vrai pour les HPV, je dirais, négatifs, moins efficace pour les HPV positifs. Un petit mot sur les nouvelles immunothérapies, ça c'est le 4e chapitre de ma présentation. Peu de données sur les thérapies cellulaires dans les cancers solides. Il y a 2 études, une dans les glioblastomes, une dans les small cells et le neuroendocrine avec des thérapies cellulaires. On est au début de l'histoire. À l'opposé, les vaccins RNA semblent marcher très bien dans les tumeurs solides et je pense que c'est la prochaine percée thérapeutique dans le traitement du cancer, après les thérapies ciblées, l'immunothérapie, les ADC, je pense les vaccins contre les tumeurs. Donc, on a un vaccin contre le cancer du poumon récidivant avec 8 antigènes, et c'est le mRNA ici, 4157P201,
C'est un vaccin individualisé où en moyenne, il y a 34 néo-antigènes en combinaison avec Pembro. Et vous voyez, c'est une étude randomisée. On a eu les données de la distant metastasis-free survival en faveur comparant au pembrolizumab seul. Donc, Pembro plus vaccin versus Pembro. Clairement, la combinaison vaccin plus Pembro était supérieure pour la RFS et pour le distant metastasis free survival. Donc, c'est une étude plutôt dans le early setting du mélanome. Pour les sarcomes, je veux être très bref. Donc, on sait que le sarcome, l'immunothérapie ne marche pas. Ici, il y a des tentatives de combiner immunothérapie et chimiothérapie. Mais le but de la chimiothérapie, qu'il soit doxorubicine ou dacarbazine avec immunothérapie, de sensibiliser la tumeur sarcomateuse à l'immunothérapie, dans l'autre sens. Et en fait, voilà cette étude qui combine trabectedine et nivolumab. Et en fait, ça marche surtout, en résumé, pour les tumeurs de type liposarcome et leiomyosarcome, pas les autres sarcomes. Donc, trabectedine sont plus immunothérapie, semble marcher surtout dans les liposarcomes et les leiomyosarcomes et pas les autres sarcomes. Une autre combinaison dans les leiomyosarcomes, donc là, il y a une percée thérapeutique dans les leiomyosarcomes, doxorubicine, dacarbazine et nivolumab, avec un taux de réponse objective quand même de 56%, bien que le nombre de malades est limité et nécessite une validation. Tandis que là, l'immunothérapie avec cabozantinib dans les angiosarcomes, vous savez, les angiosarcomes répondent bien au doxorubicine, répondent bien au Taxol, répondent bien au Kelix. Là, c'est une étude qui a combiné cabozantinib et nivolumab dans les angiosarcomes. Et vous voyez le taux de réponse objective, bien que c'est seulement 22 malades, 59% des malades ont répondu à cette combinaison de cabozantinib et nivolumab. Pour terminer le 5e chapitre, c'est les soins de support. On voit de plus en plus le rôle de digital dans les interventions supportives. 3 études sélectionnées de l'ASCO 2023. Première étude qui utilise ce qu'on appelle Digitized CBSM, c'est 10 sessions pour améliorer la fonction cognitive et réduire le stress chez des malades qui ont stade 1 à 3 de tumeurs solides. Et cette étude était positive. Donc, cette intervention digitale pour suivre les malades et pour soutenir les malades en diminution de l'anxiété, du stress et il y a un engagement important des malades. Le téléphone et le web-based a été utilisé pour réduire le poids chez les malades cancer du sein qui reçoivent un traitement adjuvant. Une bonne partie de ces malades, malheureusement, ils gagnent des poids et ils ont mal à perdre ce poids-là après la chimiothérapie adjuvante. Clairement, cette intervention semble efficace. Et troisième intervention, au niveau physique, nutritionnel et psychologique, utilisant le digital, semble montrer que l'engagement des malades est vraiment très, très important dans cette étude-là. Donc, le rôle du digital, il est là, tant au niveau supportif, mais comme vous le savez, le digital joue un rôle important aussi dans d'autres aspects du patient cancéreux. Support, l'Isterase n'a pas de place pour améliorer, je dirais, c'est une molécule utilisée dans l'Alzheimer, la fonction cognitive chez des malades qui ont reçu de chimiothérapie. Le diclofénac topique semble réduire le syndrome main-pied observé à capecitabine full dose. Et finalement, un film utilisé pour réduire la toxicité de la radiothérapie pour cancer du sein. Et vous voyez, cette étude a été présentée, c'est une étude randomisée qui ont reçu radiothérapie, surtout quand il y a large sein et post-mastectomie. Et le film, c'est une silicone-based polyuréthane avec la Safetac technologie, étude randomisée, mastectomie ou lumpectomie, film et sans film et radiothérapie. Et clairement, il y a beaucoup moins de grade 2 ou 3 de toxicité locale dermatite
quand on met le film par rapport au groupe de malades qui n'ont pas mis le film. Et ça peut être une information utile. Quoique, en pratique aujourd'hui, avec la radiothérapie moderne, on voit beaucoup moins de dermatite qu'auparavant. Rapidement, pour conclure, new concept et perspectives qui se développent, qui émergent dans les tumeurs solides et qui étaient où il y avait de l'accent à l'ASCO 2023. Clairement, maintenant, l'immunothérapie a beaucoup plus de place en néoadjuvant seul ou en combinaison qu'en adjuvant. À part le mélanome, là, elle est difficile à émerger en adjuvant en immunothérapie, tandis qu'en situation néoadjuvante, quand la tumeur est en place, les ganglions sont en place probablement, et le setting où il faut donner l'immunothérapie en situation précoce, on segmente beaucoup plus maintenant les tumeurs, y compris les tumeurs fréquentes, en petits groupes moléculaires avec des thérapies ciblées à l'appui. La notion d'escalade, il y avait quelques données à l'ASCO. Il n'y avait pas de données beaucoup sur ce qui est oligométastase par rapport au meeting précédent. Clairement, je vous ai donné quelques exemples de digital health dans les soins supportifs, mais aussi en oncologie en général. L'intelligence artificielle clairement émerge dans tout ce qui est radiologie et pathologie. Et on commence à voir quand même, c'est la deuxième étude qui montre le rôle de la biopsie liquide pour détecter des cancers dans le screening. Et ça, mais il y a beaucoup de questions éthiques, médicales, scientifiques, régulatoires, avant en plus la validation de cette technologie. Dans plusieurs solides tumeurs, la segmentation moléculaire et le développement des nouvelles molécules, qu'ils soient l'immunothérapie, des ADC, des thérapies ciblées et des combinaisons, semblent donner des résultats très, très intéressants dans beaucoup de tumeurs solides récidivants. Clairement, on est en face d'un tsunami positif des ADC dans plusieurs tumeurs solides. Et là, les autorités régulatoires doivent être prêtes à faire face à cette demande de ces ADC. Les vaccins antitumoraux, à mon avis, émergent à grands pas car ils visent plusieurs néoantigènes dans le même vaccin et ce sont des vaccins personnalisés. Et clairement, le digital pulse et l'intelligence artificielle a une place dans les tumeurs solides. Et avec ça, j'aimerais vous remercier pour votre attention et pour l'invitation. Merci.